Autour de la table, 35 chaises vides, des photos, des prénoms, autant de vies perdues sur les routes auboises durant l'année 2024. Les familles de victimes et l'association collective Justice lançaient une opération symbolique ce samedi devant l'hôtel de ville de Troyes. Alors il y a 35 chaises vides, donc le nombre de décès sur les routes du département de l'Aube l'année dernière. Il y a beaucoup de monde qui vient à notre rencontre donc, du coup, pour nous poser des questions, pour savoir en quoi consiste l'événement et puis pour nous poser des questions sur notre quotidien en tant que famille aussi de victimes et puis sur toutes ces victimes aussi nous interroger sur les condamnations, sur les causes des décès, etc., les circonstances des décès. 36 morts en 2023, 35 en 2024, 2 années endeuillées par un triste record. La préfecture lançait au mois de mars les assises de la sécurité routière. Les adhérents au bois de l'association ont eux choisi de venir à la rencontre des citoyens et des usagers de la route. Et notre but, c'est d'interpeller les gens, de leur dire attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut malheureusement vous toucher aussi bien vous, en tant que conducteur, malheureusement de percuter quelqu'un et de tuer quelqu'un, comme d'avoir un membre de votre famille qui sera tué par un chauffeur de la route. Christelle perdait son fils Brandon le 20 décembre dernier, une perte brutale pour tous ses proches, un deuil impossible, un sentiment d'isolement et d'injustice. Pour les familles, la journée est aussi l'occasion de se retrouver et de partager leur expérience. On n'a aucun soutien, que ça soit psychologique et tout ça. Donc en gros, à part les associations d'aide aux victimes, comme le collectif Justice, là, c'est les seuls qui sont là pour nous aider, pour essayer de se battre pour que la mort de notre fils reste pas impunie. Voilà, que reste pas impunie, quoi. Et puis c'est important de pouvoir parler à des gens qui malheureusement ont vécu la même chose. Parce que comme je dis, tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne sait pas ce que c'est. Parmi les revendications de l'association, une justice plus sévère et la création d'un statut d'homicide routier en lieu et place de l'homicide involontaire. Un projet de loi est actuellement étudié par le Parlement. Pour l'instant, c'est homicide involontaire et donc on demande l'homicide routier. Parce que l'homicide involontaire, pour nous, c'est pas audible. On ne peut pas entendre involontaire. On fait cette journée aussi pour que tout ça évolue, en fait, pour que les peines soient à la hauteur de ces drames. Et aussi que ça n'arrive plus, donc sensibiliser les gens aussi, leur expliquer que quand on prend le volant en ayant pris de l'alcool, de la drogue ou en roulant n'importe comment, potentiellement entre les mains on a une arme et on peut tuer quelqu'un. Depuis le début de l'année 2025, 10 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du département. Un insecte, ça a toujours 2 antennes. On vérifie ensemble. Un insecte, ça a toujours 6 pattes. On vérifie. Apprendre les bases, distinguer les espèces, puis chercher par soi-même. Non, il n'y en a pas. Elle est dedans. Ces grandes sections CP de Semécourt troquent les cahiers et stylos contre des loupes et pinceaux. Là, on va plutôt par là. Allez, va prendre-le. Vas-y, faire un tout petit. Vraiment un tout petit. Je l'ai trouvé. Oh, super. Pour analyser leurs trouvailles dans ce laboratoire grandeur nature, Sabine est là pour les guider. Pour l'animatrice au centre de sauvegarde de la faune lorraine, le choix d'étudier les insectes n'est pas un hasard. Tout simplement parce que les enfants, c'est les premiers animaux qu'ils croisent dans leur vie de tous les jours et il y a souvent une appréhension face aux petits animaux. Et quand on apprend à protéger les petits animaux, à les respecter et surtout puis en avoir peur, on peut considérer le reste de la biodiversité dans son ensemble et s'intéresser à plus grand. Les insectes sont très importants, ils assurent la pollinisation, ils assurent la survie tout simplement de toutes les autres espèces, c'est une grande ressource de nourriture pour les oiseaux également. Donc protéger les insectes, par répercussion, on protège tout le reste des chaînes alimentaires et de la faune autour de nous. Comme cette classe, 500 autres enfants du territoire Rive-de-Moselle profitent d'activités nature cette semaine à l'initiative de la communauté de communes. On fait beaucoup d'actions pour les élèves du territoire, donc qui sont les premiers citoyens concernés par tout ce qui est pour le tri des déchets, l'environnement, l'eau. On veut les former
pour qu'eux-mêmes puissent être les prochains citoyens, donc éco-citoyens même. Et le but, c'est aussi qu'ils puissent même donner des conseils à leurs propres parents, parce que souvent on a des retours par rapport à ça. Je pense que tous les ans, on fera la semaine de la nature. Là, on a fait que, entre guillemets, 10 écoles, donc forcément, il y a des écoles qu'on n'a pas pu faire et qui seront là l'année prochaine. En attendant, à l'issue de la matinée, les insectes sont relâchés après avoir joué leur rôle d'ambassadeurs auprès des plus petits. Écrin inattendu pour cette édition des Défis du Bois. Ce concours de construction de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois d'Épinal, a débuté ce week-end au jardin d'altitude du Haut-Châtelet à Xon-Rue-Longemer. Tout a commencé officiellement samedi avec la traditionnelle présentation des 5 maquettes des équipes composées de 36 étudiants, ingénieurs du bois, architectes et compagnons du devoir, qui ont imaginé des structures innovantes à construire en seulement 7 jours et 6 nuits. Assez audacieux puisque le jardin, c'est des espaces assez confinés, aucun moyen de levage. Donc un site avec un certain dénivelé, donc je pense que ça va être une semaine assez physique pour nos défis boiseurs. Puis il y a quand même une certaine volumétrie de bois à transporter. Le fait que voilà, on soit à 1230 000 d'altitude, sur la ligne de crête avec des vents qui vont jusqu'à 200 km/h, des charges de neige qui pourront monter jusqu'à 80 cm sur les structures. Donc il n'y a pas de toit en fait. Les structures ne comportent pas de toit pour cette raison, mais c'est vrai que sur la partie observatoire, on a des murs qui vont monter à 6 mètres de haut, il y avait des prises au vent qui étaient dimensionnantes pour les étudiants. Les Défis du Bois 2025 prennent donc de la hauteur et depuis 10 ans maintenant donnent naissance à des structures pérennes. Ce lundi matin, l'heure était donc aux premières découpes des planches et poutres de Douglas issues de forêts locales. Chaque œuvre doit se fondre au mieux dans le paysage. Elle est inspirée de la mousse, d'un motif géométrique végétal. Et donc on a des poteaux qui soutiennent toute une toiture en résille. Et donc c'est un assemblage de motifs assez complexe. Et donc là on travaille dur pour monter tout ça. Reste à s'organiser sur un site naturel où les repères sont bouleversés. Le jardin est petit et du coup on peut pas tailler directement sur place. Du coup ce poste il est vraiment important pour que tout soit nickel. On est à 1 heure de l'ENSTIB. Du coup s'il nous manque des choses, il faut le prévoir à l'avance parce que ça arrivera que le lendemain. Donc on ne peut pas trop se permettre de faire les choses au hasard. Une édition qui se fait à huis clos. Seuls quelques groupes sont admis dans l'enceinte du jardin botanique durant les travaux pour préserver les jeunes pousses encore en partie sous la neige le mois dernier. Des espèces rares ou même en danger qu'il faut à tout prix préserver. Et dans les rocailles, elles sont complètement mélangées et on ne les voit pas au premier coup d'œil. Donc pour eux, c'est une charge supplémentaire et pour nous, une vigilance aussi supplémentaire pour continuer le travail qui est la préservation et la conservation des espèces du jardin. Les structures devraient être terminées vendredi et les résultats du concours sont attendus samedi. Pour les admirer, il faudra attendre l'ouverture officielle du jardin du Haut-Châtelet le 1er juin. On pensait les dinosaures disparus, pourtant ils viennent de refaire surface. Après des mois de préparation, vous allez pouvoir tester vos connaissances aux zoos d'Amnéville pour tenter de reconnaître les 67 espèces des plus impressionnants reptiles qui ont peuplé la planète. On est toujours sur le zoo d'Amnéville, sur nos missions qui sont l'éducation, la conservation, la recherche. Là, on est sur la dimension pédagogique, clairement. L'éducation au vivant, c'est une chose, mais là, on le voit sur une espèce éteinte, c'est des espèces éteintes. On a encore beaucoup de choses à dire et aussi beaucoup de découvertes qui se font régulièrement. Plus de 23 mètres de long et 10 mètres de haut pour le plus grand. En plus d'être articulés, ils sont tous à taille réelle. Bien loin des clichés, leurs caractéristiques ont été respectées. Ici, on s'appuie essentiellement sur les dernières publications scientifiques. On a une obligation, nous, aux zoos d'Amnéville et dans tous les zoos, d'avoir chaque communication, elle est sourcée, elle est bibliographiée. On ne peut pas inventer et faire imaginer des choses. Pour les aider à donner vie à ce projet, le zoo s'est entouré de Lorrains amoureux de géologie, partage de leurs connaissances mais aussi mise à disposition de véritables fossiles de dinosaures. Chaque mois, ils feront découvrir leur passion. On a aidé de ce qu'on pouvait par nos connaissances, l'ordre des dinosaures, comment les présenter, dans quel ordre, et puis leurs souches, les origines, et les expliquer de manière cohérente. Des panneaux présenteront les scènes et les espèces. Le parcours long de 200 mètres s'accompagne d'un second espace où les plus jeunes pourront se plonger dans la peau d'un paléontologue en fouillant la terre à la recherche de fossiles. Inclus dans le billet d'entrée, ce nouvel espace sera à découvrir dès ce week-end, le temps de boucler les derniers détails.
Si le soufflet médiatique autour de l'affaire Riette est retombé, les retombées positives, elles, se poursuivent pour Élodie Capet, notamment auprès des passionnés d'animaux. En plus des nombreuses demandes d'achat de ses chevaux d'élevage, elle continue d'accueillir du public venu voir la célèbre lait dans son enclos. Dernièrement, j'ai eu des Canadiens. J'ai beaucoup de Belges, luxembourgeois, Français bien évidemment, mais on a eu aussi des Allemands, des Autrichiens. On reçoit toujours des cadeaux, des gâteaux, du pain d'épices, des choses voilà, de chaque région ou chaque pays. Eh bien Riette, comme vous pouvez le constater, elle va très très bien. Pour couvrir les frais de justice, les soins de Riette et les aménagements nécessaires, l'éleveuse de Chaours a reçu des dons venus du monde entier. Ces contributions continuent d'affluer chaque semaine. Désormais, elle les reverse pour soutenir des actions de protection animale, notamment en faveur du refuge La Tanière. Ils ont créé vraiment un gros refuge sanctuaire où ils viennent en aide aux animaux qui sont issus de saisies judiciaires. D'ici 2028, les cirques n'ont plus le droit de détenir d'animaux sauvages. Eux, notamment, peuvent accueillir et en accueillent déjà. Et une autre partie, je donne à des refuges divers et variés locaux pour le chat, l'école du chat, etc. L'affaire Riette a aussi eu un impact sur sa vie quotidienne. Élodie Capet est désormais sollicitée pour participer à divers événements, allant du concours de Miss à des interventions dans des universités. Ce début de semaine, j'ai été invitée par la faculté de droit de Versailles en membre d'honneur du jury, donner des notes et des appréciations à des tout jeunes avocats et qui ont parcouru tout le chemin de notre histoire lors de plaidoiries au sein de leur école. Autre conséquence inattendue, elle affirme avoir reçu 3 propositions de médias nationaux pour intervenir en tant que chroniqueuse. Si elle n'a pas encore pris sa décision, elle se dit légitime et souhaite s'engager sur des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur. Enregistrer 2 ou 3 jours par semaine et le reste du temps bien évidemment consacré à ma vie, qui est ma vie principale, c'est ici. Moi je me considère de petits gens. On oublie les gens comme moi, on nous oublie toujours. J'ai été un petit peu leur porte-parole et je veux continuer de l'être et d'essayer de résoudre certains de leurs problèmes et faire vivre notre ruralité, ce que les gens oublient souvent. Seule réserve, si l'affaire Riette a fait jurisprudence, elle craint désormais que le texte de loi ne soit modifié.